Not all monsters scream. Some reign in silence. And that was Tiberius. L'Empire romain eut des empereurs ambitieux, cruels, aimés, haïs. Certains laissèrent leur marque par la guerre. D'autres, par les lois. Mais l'un seul réussit à gouverner depuis l'ombre, sur un trône couvert par la peur et le silence. Tibère ne fut pas l'empereur que Rome avait demandé. Ni celui qu'elle attendait. Il fut le deuxième empereur de l'histoire, mais le premier à abandonner la capitale pour diriger le monde depuis une île lointaine, tel un fantôme qui murmurait des ordres et exécutait des châtiments à distance. Pendant des décennies, les historiens ont débattu, était-il un tyran pervers ou un stratège incompris? Certains l'accusent de sadisme, d'autres le défendent comme l'empereur le plus lucide de sa génération. La vérité? Elle se cache peut-être dans les profondeurs de son passé, et dans les murs silencieux de son refuge à Capri. Car avant de devenir la figure la plus redoutée de l'Empire, Tibère fut un enfant rejeté. Un général brillant. Un mari sans amour. Un héritier sans choix. Et, finalement, un empereur qui ne croyait plus en Rome. Reste jusqu'à la fin, car ce que Tibère cachait sur cette île, pourrait changer tout ce que nous croyons savoir sur le pouvoir, la folie et le prix de la solitude. Avant d'être empereur, avant de se vêtir de pourpre, Tibère n'était qu'un enfant qui avait appris très tôt qu'à Rome, l'amour est une transaction et le sang, un outil du pouvoir. Il naquit en 42 avenue Jésus-Christ, au cœur d'une Rome fracturée par des ambitions dévorantes. La cité n'était pas encore l'empire majestueux qui dominerait le monde, mais déjà une jungle d'intrigues où la famille n'était pas toujours synonyme de refuge. Tiberius Claudius Nero, son père biologique, avait été l'allié de Marc-Antoine. Sa mère, Livie Drusilla, descendait d'une famille aristocratique, froide comme le marbre de ses villas. Mais rien de tout cela ne l'avait préparé à ce qui allait suivre. À peine savait-il marcher que sa mère fut arrachée au foyer familial. Octavien, le jeune politicien qui allait bientôt être connu comme César Auguste, la prit pour épouse. Il n'y eut pas de consentement. Seulement du pouvoir. Livie, encore enceinte d'un autre homme, fut livrée au nouveau maître de Rome. Ainsi commença l'orphelinat émotionnel de Tibère. Il n'appela jamais Octavien « père ». Mais il ne revit jamais non plus avec tendresse l'homme qui l'avait engendré. Rome lui avait volé les deux. Élevé dans la nouvelle maison impériale, entouré de statues, de précepteurs, de méfiance et de silence, Tibère était invisible dans sa propre lignée. Il observait. Il écoutait. Et il apprenait que les sourires romains cachaient souvent des dagues. Pendant qu'Auguste bâtissait une dynastie pour l'éternité, Tibère restait sur le côté. Le favori était Marcellus. Puis Agrippa. Puis Caius. Puis Lucius. Tous tombaient. De maladies, d'accidents, ou d'ambitions pas tout à fait élucidées. Un à un, les héritiers périrent. Jusqu'à ce qu'il ne reste que lui. Le fils qui n'avait jamais été choisi. Le jeune homme que personne n'applaudissait. Le général que tous toléraient, mais que nul n'aimait. Son enfance ne fut pas marquée par les jeux, mais par les absences. Son adolescence ne connut pas le désir, mais le devoir. Sa jeunesse ne sut pas ce qu'était l'amour, mais l'exil émotionnel. Pour sceller son intégration dans la lignée impériale, Auguste le força à épouser sa propre fille, Julie. Une femme libre, intelligente et scandaleusement infidèle. Tibère, réservé, presque monastique, la méprisait. Elle, le ridiculisait en public et l'insultait en privé. C'était un mariage froid, calculé et cruel. Il ne put plus supporter cela. Et un jour, il disparut. Non par décret. Non par ordre. Mais en s'auto-exilant à Rhodes. Là, sur une petite île lointaine, un général romain, l'homme le plus capable de sa génération, demanda la permission de vivre dans l'oubli. Tibère ne fuyait pas Rome. Il fuyait lui-même. Il fuyait la vie qu'on l'avait forcé à vivre. À Rhodes, il vécut comme un simple citoyen. Il refusa les honneurs. Évitait le forum. Marchait seul. Certains disaient qu'il méditait. D'autres, qu'il pleurait. Mais l'Empire ne permet pas les échappatoires. Et lorsque le destin fit son œuvre, lorsque tous les autres héritiers moururent, Tibère fut rappelé. Non comme un fils. Non comme un homme. Mais comme un symbole. Comme un outil de continuité. Il revint à Rome. Mais quelque chose en lui s'était déjà brisé. Il avait franchi un seuil. Et celui qui franchit un seuil, ne revient jamais le même.
L'histoire retient souvent les empereurs pour leurs discours ou leurs crimes. Mais Tibère ne laissa ni l'un ni l'autre. Il ne laissa que des traces, sur les cartes. S'il y eut un domaine où Tibère excella, ce fut dans l'art de la guerre. Pas le spectacle sanglant du cirque. Pas l'arrogance des conquérants. Mais la guerre comme calcul froid, comme stratégie chirurgicale. Alors que d'autres cherchaient la gloire, l'épée levée, Tibère planifiait des campagnes gagnées avant même la première lance. Son génie n'était pas dans le combat au corps à corps, mais dans l'anticipation des ombres. Il dirigea des expéditions en Germanie, en Pannonie et en Arménie. Ses troupes le respectaient. Ses ennemis le craignaient. Il ne fut jamais aimé, mais toujours efficace. Et cela, à Rome, valait plus qu'1 million de vivres. Mais le silence qui l'accompagnait n'était pas une force, c'était le reflet de ce qui manquait en lui. Des années de mépris, de trahison et d'abandon avaient fait de Tibère une figure stoïque, impénétrable. Il dormait peu. Mangeait peu. Ne souriait jamais. Il commandait, oui. Mais depuis une distance émotionnelle presque inhumaine. À chaque campagne victorieuse, Tibère gagnait du prestige, mais perdait de son humanité. Chaque frontière sécurisée l'éloignait un peu plus de toute forme d'affection. La victoire avait un prix, la solitude. Lorsque son frère Drusus, sa seule véritable connexion émotionnelle, mourut après une chute en Germanie, Tibère chevaucha seul pendant des jours, sous la pluie, pour voir son corps une dernière fois. Il ne prononça aucun discours. Il ne versa aucune larme en public. Il resta simplement en silence près du cadavre, pendant des heures. Ce fut la dernière fois que quelqu'un le vit vulnérable. Dès lors, Tibère se transforma en pierre. Auguste, chaque jour plus âgé, commença à reconsidérer sa lignée. Les héritiers continuaient à mourir. L'Empire manquait de sang neuf. Et alors, l'empereur se résigna. Tibère, le fils qu'il n'avait jamais voulu, le gendre silencieux, le soldat solitaire, fut rappelé. Non comme favori, mais comme dernier recours. Le Sénat approuva son retour. Le peuple ne célébra pas. Et Tibère, ne sourit pas non plus. Il revint à Rome en général victorieux. Mais dans son regard, il portait quelque chose de plus tranchant que n'importe quelle épée, le poids du mépris, et la certitude qu'il ne serait jamais vraiment accepté. Dès lors, il devint encore plus hermétique. Il ne répondait plus aux lettres personnelles. Il déléguait les décisions aux juristes. Il refusait les statuts. Il évitait le cirque. Rome lui avait donné le pouvoir, mais jamais un foyer. Quand Auguste mourut, Rome n'acclama pas Tibère, elle l'accepta simplement. Comme on accepte l'hiver, inévitable, froid et nécessaire. Nous étions en l'an 14 après Jésus-Christ. Le premier empereur de Rome, Auguste, était mort avec tous les honneurs d'un dieu vivant. Le Sénat pleura, le peuple lui érigea des temples, et les poètes le consacrèrent comme le père de l'Empire. À ses côtés, en tant que successeur désigné par défaut, se tenait Tibère. Il ne fit pas de grands discours. Il n'offrit ni pain ni jeu. Il présenta simplement au Sénat un geste sec et distant, « Si tel est votre souhait, j'assumerai le pouvoir. » Dès le premier jour, Tibère montra clairement qu'il ne voulait pas gouverner. Mais qu'il le ferait. Par devoir. Non par gloire. Ce qui suivit fut un gouvernement étrange. Sobre. Sans excès. Sans défilés triomphaux. Sans dieu personnel. Sans même se montrer souvent. Tibère refusa les titres, refusa d'être adoré, et se rendait rarement au Sénat. Il gouvernait par décret. Envoyait des lettres. Observait depuis l'ombre. Alors qu'Auguste avait compris que le spectacle faisait partie du pouvoir, Tibère refusa de jouer ce jeu. Il ne gouvernait pas depuis la place publique, mais depuis son bureau. En silence. Sans sourire. Sans confiance. Et comme il ne faisait pas confiance, il commença à déléguer. C'est alors qu'entra en scène Lucius Aelius Sejanus, préfet de la garde prétorienne. Un homme ambitieux, astucieux, charmant. Là où Tibère était froid, ses gens étaient chaleureux. Là où Tibère hésitait, ses gens décidaient. Rapidement. Rome commença à voir en ses gens la main ferme que Tibère semblait refuser d'offrir. Mais cette confiance allait bientôt devenir une menace. Ces gens ne se contenta pas de réorganiser la garde prétorienne, il la transforma en force politique. Il concentra le pouvoir, fit taire les sénateurs, fit disparaître des ennemis, et petit à petit, se présenta comme l'ombre du trône.
Tibère, enfermé dans sa nature paranoïaque, commença à se méfier. Il ne parlait pas, mais observait. Et ce qu'il vit, le troubla. En l'an 26 après Jésus-Christ, il prit une décision sans précédent, il abandonna Rome. Non par nécessité. Non à cause d'une maladie. Mais parce qu'il ne supportait plus d'y être. Gouverne, si tu le souhaites, sembla-t-il dire au monde. Et il se retira à Capri. Dès lors, il gouverna comme un fantôme. Il envoyait des lettres impériales à distance. Signait des sentences. Approuvait des lois. Mais il ne revint jamais. Plus jamais. Rome, entre-temps, resta sous l'ombre de ses gens. C'était un gouvernement sans visage. Un pouvoir sans présence. Une république sans république. Ces gens devint le maître absolu de la ville. Mais comme tout homme qui brille trop, il fit une erreur. Il sous-estima l'empereur absent. Tibère, en secret, l'enquêtait. Et lorsqu'il eut assez de preuves, il ordonna son exécution publique. Le peuple vit alors ce que beaucoup avaient oublié. Que le silence de Tibère n'était pas faiblesse. C'était calcul. C'était contrôle. C'était une domination absolue sans élever la voix. Depuis Capri, Tibère détruisit son rival sans lever le petit doigt. Le message était clair, personne n'est en sécurité. Personne ne gouverne sauf lui. Et pourtant, le prix fut élevé. Rome craignait désormais plus qu'elle n'admirait. L'Empire ne se sentait plus dirigé, mais surveillé. Et du haut de son île, entouré de statues sans âme, Tibère continuait à régner, sans régner. Rome se demandait où était son empereur, et la réponse était glaçante, il gouvernait depuis une île, seul, entre falaises et rumeurs. Capri n'était pas seulement une île. C'était un sanctuaire naturel aux falaises blanches, grottes cachées, eaux transparentes et ciel qui semblait l'infini. Là, au sommet d'un rocher, Tibère construisit son nouveau monde. Il laissa derrière lui le marbre du Sénat, les foules, les gladiateurs, les intrigues urbaines. Rome était trop bruyante. Trop fausse. Trop pleine d'yeux. Capri lui offrait le silence. Mais elle faisait aussi de lui un mythe. Ses gestes, connus sous le nom de « Munra », étaient visibles, mémorables et coûteux. Mais ils valaient chaque sesterce. Parce qu'il n'élevait pas seulement le statut du bienfaiteur. Il lui garantissait influence, respect, et souvent, immunité. Certains riches donnaient des milliers de deniers en pain, vin ou huile au peuple. Non par compassion, mais parce qu'ils savaient que le soutien de la plèbe pouvait influencer les décisions politiques. Dans les inscriptions qui nous sont parvenues, on peut lire des phrases telles que un tel a payé la restauration de cet aqueduc pour la plus grande gloire de sa famille. Tel autre a offert cette fontaine au peuple, et a été élu édile l'année suivante. Même la mort était une occasion de donner. Beaucoup laissaient des instructions spécifiques dans leur testament, distribuer de l'argent aux pauvres, libérer des esclaves, financer des spectacles publics. Non par remords, mais pour préserver le nom de famille. Car dans une société obsédée par la postérité, chaque acte de charité était aussi un acte d'autopréservation symbolique. Et même si certains gestes naissaient du désir sincère de servir, comme ceux de Pline le Jeune, qui contribua à financer l'éducation des orphelins, la plupart du temps, la charité était calcul. À Rome, donner, ce n'était pas perdre. C'était investir. Parce que, quand on a tout, le seul héritage qu'il reste à construire, c'est la manière dont on sera rappelé. 2000 ans plus tard. Rome est toujours vivante. Pas dans ses statues, pas dans ses ruines, mais dans nos coutumes. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de tuniques pourpres ni d'esclaves parfumant les mains. Nous portons des montres de luxe, des vêtements de créateurs, des jets privés et des villas sur les collines avec vue sur la mer. Mais le principe est le même, démontrer sans parole qui détient le contrôle. Les réseaux sociaux sont le nouveau triclinium. Nous publions ce que nous mangeons, nous voyageons, comment nous nous habillons, non pour partager, mais pour se démarquer. Montrer que nous vivons mieux. Que nous sommes, d'une certaine manière, supérieurs. Et même si nous ne gravons plus nos visages sur des pièces, nous imprimons notre image sur des campagnes, des marques, des billets virtuels, des NFT, des plaques de fondateurs, des biographies embellies. Les banquets sont désormais des fêtes exclusives. Les villas romaines, des pantous sécurisés. Les dons publics, des campagnes philanthropiques avec couverture médiatique. Même le « temps libre » reste un symbole d'élite. Aujourd'hui, comme hier,
celui qui peut ne pas travailler et continuer à gagner de l'argent est considéré comme réussi. Qu'est-ce qui a changé, alors? Seulement l'emballage. Parce que nous continuons à croire que la valeur réside dans le visible. Que la richesse, le pouvoir et le statut doivent être montrés. Que si personne ne le voit, cela ne compte pas. Dans ce miroir, Rome n'a pas seulement été une civilisation. Elle a été un manuel. Un manuel que, sans nous en rendre compte, nous continuons à lire chaque jour. Arrête-toi un instant. Si tu étais né dans la Rome antique, où t'imaginerais-tu? Te réveillant entre des draps de lin, entouré de sculptures et de jardins privés. Ou marchant pieds nus dans les rues pavées, portant de l'eau pour un autre, sans droit de parler, ni de décider? Parce que la vérité, c'est qu'à Rome, comme dans toute société, la richesse des uns était possible grâce à la pauvreté des autres. Et même si ces monuments sont tombés, ces idées sur le pouvoir, la hiérarchie et le prestige, tiennent toujours debout. Alors, la question est inévitable. Avons-nous vraiment évolué? Ou avons-nous seulement changé les masques? Si ce voyage au cœur de la Rome riche t'a fait réfléchir, dis-le-moi dans les commentaires. Quelle partie t'a le plus surpris? À quel moment as-tu senti que l'histoire ressemblait trop au présent? Et si tu connais quelqu'un qui croit encore que l'ostentation est propre aux influenceurs modernes, partage-lui cette vidéo. Parce que comprendre Rome, c'est aussi nous comprendre nous-mêmes. On se voit dans le prochain épisode. Et rappelle-toi. Un peuple qui ne connaît pas son histoire est condamné à la répéter.